Vous écoutez À la recherche de Joséphine, deuxième partie. Rose a 27 ans en 1790. Elle arrive dans un Paris en pleine effervescence. Elle apprend que son mari, idéaliste, s'est rallié à la Révolution. Il s'est fait élire à l'Assemblée constituante chargée de former un nouveau régime où le roi n'a plus tous les pouvoirs. Le nom d'Alexandre de Beauharnais commence à apparaître dans de nombreux documents. Sandra Gulan se rend à la bibliothèque historique de la ville de Paris pour consulter les journaux d'époque, les lettres et textes officiels et comprendre les conséquences de cette période trouble sur la vie de Rose et d'Alexandre. Aujourd'hui, mon oncle Beauharnais m'a annoncé d'un ton qui alterne entre la fierté et l'inquiétude que son fils est l'homme le plus important du royaume. On a arrêté hier à Varennes notre bon roi Louis XVI et sa famille qui tentaient de fuir la France. On les ramène à Paris pour les emprisonner. Comme Alexandre a été élu président de la Constituante, c'est lui qui est chargé d'expédier les affaires courantes. « Ton mari est un révolutionnaire », m'a dit mon oncle, en insistant sur ce terme nouveau. Jusqu'où vont le conduire son talent d'orateur et ses idées réformatrices ? Auréolé de son prestige révolutionnaire, Alexandre part conduire l'armée du Rhin sur les champs de bataille de l'Est de la France et de l'Allemagne, au printemps 1792. Mais à Paris, la situation bascule. Le 10 août, les sections parisiennes prennent d'assaut les Tuileries et renversent la monarchie. Le peuple en révolte en veut toujours plus. Les biens de l'église sont saisis, des centaines de religieux sont massacrés dans les couvents parisiens qu'on transforme en prison. Après la révolte des Chouans dans l'ouest de la France, tous les aristocrates deviennent suspects. Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette sont accusés de traîtrise et conduits à la guillotine. Vive la Révolution! Vive le peuple français! Raccourcissez-le! Après un revers militaire en Allemagne, Alexandre démissionne et se retire sur ses terres, où il est arrêté en mars 1794. La dénonciation des aristocrates et l'emprisonnement massif des élites deviennent monnaie courante. Un mois plus tard, Rose, pourtant toujours séparée d'Alexandre, est arrêtée à son tour. Elle réunit quelques effets et laisse à une gouvernante la charge de s'occuper de son fils Eugène, 12 ans, et de sa fille Hortense, 10 ans. Jamais la citoyenne Beauharnais en prison. Faites ouvrir la porte. Merci. Elle est conduite dans la même prison que son mari, le couvent des Carmes. Vous imaginez la tension dans laquelle vivaient ces prisonniers. Françoise Wagner, biographe, auteur de L'Impératrice Joséphine. Qui du moins étaient du meilleur monde et se connaissaient à peu près tous les uns et les autres dans cet ancien couvent dont les anciennes cellules étaient devenues des cellules de prisonniers. Les gens racontent combien les prisons étaient sales à l'époque, que les femmes devaient remonter leurs jupons pour qu'ils ne soient pas salis par les eaux usées qui ruisselaient dans les couloirs. Andrea Stuart, biographe, auteur de La Rose de Martinique. Les conditions de vie et la nourriture étaient infectes. Mais pire que cela, les prisonniers vivaient dans la peur constante d'être appelés, chargés dans une charrette et conduits à la guillotine. Une peur qui devait être traumatisante du point de vue psychologique. Le bâtiment qui abritait le couvent des Carmes existe toujours. Le lieu est aujourd'hui un établissement d'enseignement. Au Carmes, Rose retrouve Alexandre et se réconcilie avec lui. Pour autant, les deux époux ne reforment pas leur couple. Alexandre devient l'amant de Delphine de Custine, une compagne de cellule de Rose. Rose, quant à elle, se lie avec Lazare Hoche, jeune général héros de la Révolution, auquel on réserve un traitement de faveur. Accusé à tort de trahison, Hoche est 5 ans plus jeune que Joséphine, mais ça ne l'empêche pas de devenir son amant. C'était un homme très beau, un superbe officier qu'elle aurait probablement désiré, quelles qu'en soient les circonstances. Mais dans sa situation, prendre du bon temps avec lui a dû être une chose merveilleuse pour elle.
La mort est là et l'amour est toujours proche de la mort. Et l'amour, quand il est proche de la mort, au plus près de la mort, acquiert une force extraordinaire. Tout prend un relief exceptionnel. Nous sommes en pleine terreur robespierriste et tous les jours, vers 5 heures de l'après-midi, a lieu l'appel fatidique. Car ceux qui sont appelés savent qu'ils vont être conduits devant le tribunal révolutionnaire, la conciergerie est de là, l'échafaud. C'est dans cette église, Saint-Joseph des Carmes, chapelle universitaire de l'Institut catholique, qu'étaient réunis les prisonniers et appelés les condamnés. L'église a été le théâtre de massacres de religieux et maintenant de la condamnation d'innocents. Citoyens, citoyennes, par jugement rendu par le tribunal révolutionnaire, les ci-devant Alexandre Beauharnais, ex-noble, Salm Cribourg, ex-noble, la citoyenne Fanchon, femme de la Halle, la citoyenne Marie-Louise, blanchisseuse, sont convaincus de s'être rendus les ennemis du peuple en conspirant contre la liberté et sa sûreté, provoquant la révolte des prisons, l'assassinat... Je suis la victime des scélérates calomnies de plusieurs aristocrates, soi-disant patriotes de cette maison. La présomption que cette infernale machination me suivra jusqu'au tribunal révolutionnaire ne me laisse aucun espoir de te revoir, mon ami, ni d'embrasser mes chers enfants. La loi vous a condamné à la peine de mort et a déclaré vos biens acquis à la République. Garde, emparez-vous du ci-devant Alexandre Beauharnais. Garde, emparez-vous du ci-devant Salm Cribourg. Et au Carme, on est entre gens de bonne compagnie, on se connaît, on se reconnaît, et on met à point d'honneur à partir la tête haute, sans un sanglot, sans une plainte, comme si on était encore dans son salon avec l'épée au côté et son tricorne sous le bras. C'est très digne, c'est très dur, c'est tout à fait extraordinaire de tension. Le 23 juillet 1794, Alexandre est emmené place du Trône renversé et guillotiné. Avant de mourir, il écrit une dernière lettre à sa femme et à ses enfants. Console-toi par mes enfants. Console-les en les éclairant et surtout en leur apprenant que c'est à force de vertu et de civisme qu'ils doivent effacer le souvenir de mon supplice et rappeler mes services et mes titres à la reconnaissance nationale. Adieu. Je te presse ainsi que mes chers enfants pour la dernière fois de ma vie, contre mon sein. Le jour où il est parti, elle a dû comprendre qu'elle n'avait plus aucune chance d'y réchapper. Elle a dû sentir le début de la fin. Elle a compris que son destin était scellé et que ce n'était plus qu'une question d'heures ou de jours avant qu'elle ne parte à son tour vers la guillotine. Aujourd'hui, les gardes ont enlevé une vingtaine de lits et de paillasses. Elles ne vont plus vous être d'aucune utilité, nous ont-ils dit. Les rumeurs parlent de plus de 40 appelés aujourd'hui. 40. Nous avons compris. Nous allons tous mourir. Garde! Emparez-vous de la citoyenne Marie-Louise. Garde! Emparez-vous de la ci-devant Rose Beauharnais, ex-noble. Elle s'effondre. Et, oh, coup de théâtre, un jeune apprenti médecin étudiant en médecine polonais qui parcourait toutes les prisons sur ordre et qui a sauvé énormément de gens. Il a déclaré qu'elle était dans un état tellement pitoyable qu'elle n'allait pas survivre. Que se passe-t-il, citoyen? Citoyen commissaire, on passera pas la nuit. Bon, laissez-la, nous la reprendrons plus tard.
Donc on l'a laissée sur sa paillasse en pensant qu'elle allait mourir dans les 2 jours. Or, dans les 2 jours, Robespierre est tombé et le temps que les formalités se fassent, donc il est tombé le 27 juillet, le 6 août, Joséphine a été sortie de la prison des Carmes. Cela dit, elle en a été marquée pour le restant de ses jours. Très probablement, c'est ce qui a conduit à ce qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants. Vous savez que le régime carcéral interrompt le cycle féminin et un traumatisme de cet ordre, les traumatismes à répétition, ont certainement provoqué chez elle une détérioration intime très définitive. Et cette pression de la mort qu'elle a côtoyée pendant 3 mois a fait que les choses se relativisent beaucoup et on voit la vie d'une manière différente quand on a frôlé la mort de si près. Bernard Chevalier, historien, ancien directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Ça a été le moment clé de sa vie. Elle est allée jusqu'au bout de l'espoir et du désespoir, et elle ne cessera tout au long de sa vie de prendre sa revanche sur ces 3 mois cauchemardesques qu'elle a vécu dans l'antichambre de la mort. Après le soulèvement de Thermidor, le régime autocratique institué par Robespierre est remplacé par un gouvernement collégial, composé de 5 directeurs. Parmi ces directeurs figure Jean-Lambert Tallien, ami de Rose de Beauharnais. Avec sa femme, Thérèse Tallien, ils vont faire pénétrer la jeune femme dans les salons où ce qui reste de l'élite d'autrefois reprend pied comme elle le peut. À travers Tallien et sa femme, Rose se lie avec Barras, lui aussi directeur. Le Paris thermidorien est quelque chose d'extraordinaire dans ce regain de vitalité, précisément. Les gens n'ont plus rien, les maisons sont démeublées, l'herbe pousse entre les pavés de Paris. Françoise Wagner, biographe, auteur de L'Impératrice Joséphine. On n'a plus d'argent, on est dans une disette puisque les portes sont fermées, les octrois sont fermés, une monnaie folle, les assignats qui ne valent rien. On trafique comme on peut parce qu'on survit et on est heureux d'une certaine façon. Vous savez qu'à Paris, dans l'année qui a suivi la chute de Robespierre, il y avait 600 bals publics. Évidemment publics, il n'y avait plus de maisons dignes de ce nom pour accueillir des réjouissances collectives. Ils étaient tellement heureux d'être vivants. Ils avaient traversé quelque chose d'absolument patibulaire, enfin, la barbarie poussée au dernier degré. 10 mois, la terreur a duré 10 mois, 17 000 guillotinés. Veuve, sans ressources, coupée de ses parents depuis que la Martinique est occupée par les Anglais, Rose est confrontée à de sérieux problèmes d'argent. Et elle se cherche un protecteur. Une personne qui part pour la Nouvelle-Angleterre se charge, ma chère maman, de vous faire parvenir cette lettre. Votre fille et vos petits-enfants se portent bien. Vous avez sans doute appris le malheur qui m'est arrivé. Je suis veuve depuis 4 mois. Il ne me reste de consolation que mes enfants. Et vous, pour unique soutien. L'histoire est parfois une question de lieu, on pourrait même dire de rue, dans le cas de la veuve Beauharnais. Sandra Gulan est sur le point de faire parler ses cartes anciennes et resituer les lieux qui ont vu résonner les pas de la belle créole. Par une étrange ironie du sort, le lieu où Rose a failli mourir, le couvent des Carmes, est à tout juste 400 mètres du lieu qui va lui ouvrir les portes de la célébrité et de la gloire. Sur la même rue de Vaugirard, il suffit de 400 mètres à Rose pour atteindre le palais du Luxembourg. Un palais dans les salons duquel un très corrompu Barras, amateur de plaisir, est en train de bâtir un nouveau pays où anciens aristocrates et députés fraîchement élus frayent avec les financiers et les généraux de demain. C'est réussi, hein? Que de beau moment ce soir. Le député Barras m'a pressé de présenter le citoyen Bonaparte dans le cercle. Il a besoin de contact. Aucune manière, c'est arriviste, n'est-ce pas? Qu'est-il donc? C'est le général qui a sauvé Toulon. Ah bon? Ne me dis pas. Mais ce n'est qu'un petit général, mon ami. Non, Rose. Alors, il te plaît? Ne me dis pas que c'est ton œuvre. Oui, il ferait un beau couple.
Si Rose n'avait pas eu ce besoin de sécurité pour elle et ses enfants, elle n'aurait probablement pas accepté de courtiser ce général gauche, aussi peu engageant. Mais c'est l'attitude moqueuse face à leur couple qui crée un lien immédiat entre eux. Comme le Corse, Rose a vécu l'humiliation d'être une étrangère, débarquée de son île, moquée pour son accent et ses manières déplacées. Alors Barras a en quelque sorte poussé le jeune général Vendémiaire, que personne ne connaissait. Si Bonaparte avait repris Toulon, avait dégagé Toulon des royalistes et des Anglais. Bon, ça c'était un fait d'armes, mais dans le sud. Arrivé à Paris, sur le pavé parisien, il n'était pas connu. Et quand il y a un de ces nombreux soulèvements parisiens qui jalonne le directoire, période très tumultueuse, Barras fait appel au jeune général Bonaparte, très énergique, et lui demande de réprimer. Ce qu'il fait immédiatement, il tire sur les sectionnaires groupés sur le parvis de Saint-Roch, l'église Saint-Roch. Il nettoie la situation, il est le général Vendémiaire. Alors là, il apparaît pour la première fois en public, enfin il devient une personnalité. Le jeune Corse rend visite de plus en plus régulièrement à la jeune créole chez elle. Il refuse de l'appeler Rose, prénom qu'ont employé son premier mari et ses amants. Il choisit son second prénom, Joseph, et l'appelle Joséphine. Leur relation devient sérieuse. L'union a apporté à Joséphine un protecteur, un général qui commence à être influent, et puis lui trouve en Joséphine, en Rose, quelqu'un qui lui permet d'entrer dans les salons de la société thermidorienne, d'être également en contact avec ces gens de l'Ancien Régime qu'il ignore complètement, lui venant de son île de Corse. Mais le problème, c'est que le mari tombe follement amoureux de sa femme. On a dit de lui qu'il avait une apparence maladive à ce point de sa vie. Je ne pense pas qu'il ait été très impressionnant pour Rose, en particulier après des liaisons avec Hoche ou quelqu'un comme Barras, cet homme si débonnaire, débauché et excitant. Il a dû lui faire l'impression de menu fretin après les hommes avec lesquels elle était sortie. Je ne peux pas imaginer qu'elle l'ait trouvé irrésistible. Mais par contre, je peux imaginer que lui l'a trouvé irrésistible au moment de leur rencontre. Elle lui a fait croire qu'elle était riche, ce qu'il a bien voulu croire, et leur relation a été au début purement physique. Bernard Chevalier, historien, ancien directeur du Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. C'est vrai qu'elle lui a fait découvrir des plaisirs qu'il ignorait. C'est pas la petite prostituée du Palais Royal qui les lui avait fournis. Et cette passion dévorante a été telle à un tel point que Napoléon en perdait vraiment la tête. Fortuné, qui était son carlin, qui partageait son lit avec elle avant qu'elle connaisse Bonaparte, a continué à le partager après, puisqu'il emportait encore les morsures sur le mollet. Il acceptait tout de Joséphine, parce qu'il en était amoureux fou. Le fait qu'elle n'ait pas été amoureuse de lui au début peut avoir rendu les choses plus faciles pour elle. Cela lui a peut-être donné le sentiment d'être aux commandes pour une fois, d'être l'objet du désir, celle qu'on aime. Que cette fois, c'était elle qui contrôlait la situation, à la différence de ce qu'elle avait dû subir avec son premier mari. Et avant de se décider pour le mariage, ils vivent ensemble un certain temps, et puis finalement la décision est prise. Donc le rendez-vous est pris, elle se rend à la mairie du 2e arrondissement, et on attend le mari. Le mariage a été préparé à la va-vite. Sur l'acte lui-même, l'âge des époux est inexact. Joséphine s'est rajeunie de 4 ans, prétextant qu'elle ne pouvait obtenir d'acte de naissance, la Martinique étant occupée par les Anglais. Quant à Napoléon, il s'est vieilli en utilisant l'acte de son frère aîné pour paraître avoir le même âge que son épouse. Le mari qui se fait désirer pendant très longtemps et qui finalement arrive en pleine nuit, réveille tout le monde, fait signer le contrat à toute vitesse et la voilà mariée comme ça sans s'en rendre compte, mariage civil, donc qui n'engage pas beaucoup, qu'on peut casser très rapidement par un divorce, mais c'est le fait pour elle de faire une espèce d'association avec quelqu'un qui la protège. Son futur mari était tellement occupé à préparer sa campagne militaire qu'il est arrivé plus qu'en retard, au point que tout le monde a commencé à penser qu'il ne viendrait plus. Donc c'était un désastre. Alors pourquoi est-il arrivé en retard? Pourquoi tout le monde a-t-il attendu? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a attendu qu'il arrive, parce que le mariage devait se faire.
On peut dire cette ex-merveilleuse, un peu désargentée, et ce jeune général inconnu, un peu famélique, comme c'est étrange. Non. Françoise Wagner. Plus en profondeur, il commence un acte absolument fondateur dans leurs deux existences, car l'un sans l'autre n'a aucun sens. Et Napoléon sans Joséphine ne serait pas Napoléon, et Joséphine sans Napoléon n'aurait jamais eu le renom qu'elle a, ni le pouvoir d'agir qu'il lui a donné. 2 jours après ce mariage surprenant, Bonaparte quitte Paris à la tête de l'armée d'Italie. Ce commandement qu'il reçoit du Directoire sonne aux oreilles de beaucoup comme un cadeau inespéré, la dot de son mariage avec Joséphine, diront même certains. Alors qu'il franchit les Alpes et vole vers de premières victoires, le Corse laisse derrière lui à Paris une femme qu'il aime à moitié, mais dont il se languit déjà. Une femme enfin rassurée, qui va changer son destin. Vous venez d'écouter « À la recherche de Joséphine ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À la recherche de Joséphine est un podcast coproduit par Initial Studio et French Connection Films, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par French Connection Films. Cet épisode a été écrit et réalisé par Eric Elena. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.